Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Onapolis, aujourd'hui consacré au monde du design, au monde des objets utiles, décoratifs, fonctionnels. Je reçois Nicolas Trub, fondateur de la société Stylic Force et créateur de la boutique du futur à Montrouge, dans laquelle vous pouvez découvrir ses créations qui sont imaginées 3 mètres plus bas dans son atelier sous sa boutique. Nicolas est également auteur et c'est à la lecture de son dernier livre que j'ai trouvé nécessaire d'aller l'interviewer. Nous abordons les sujets de la création, du non-sens de la publicité, du rapport à la bonne idée et aussi de sa protection. Cet épisode, c'est une vraie boîte à outils du créatif puisque sa pensée dépasse le sujet du design et se positionne comme une réflexion de fond sur l'art et la création. Je vous laisse découvrir Nicolas Trub. Salut Nicolas Trub. Salut. Tu es le créateur de la boutique du futur à Montrouge, qui est aussi ton atelier. Ici, tu nous reçois dans la cave de ton atelier. C'est ici que tu expérimentes, que tu crées. Et à l'étage, tu mets en rayon, si on pourrait dire. Je teste en fait. Tu testes, voilà. Et c'est un peu au public de choisir. C'est lui qui va choisir. Les Montrougiens sont les bêta-testeurs. Le public est bêta-testeur des premiers prototypes et c'est ça qui permet de sortir plein de produits et puis voir qu'est-ce qui touche les gens et ce qui est compréhensible, utile. Tu te définis, corrige-moi si je me trompe, comme un designer low-tech. Alors pour expliquer un petit peu aux auditeurs ce que c'est que le low-tech, c'est l'utilisation, en fait c'est la création par l'utilisation de techniques simples, d'astuces basiques, revisitées, surtout économiques en temps, en énergie, en matériaux. Oui, c'est vraiment une tendance assez nouvelle qui s'oppose évidemment au high-tech, qui a eu une explosion avec Internet et à partir du début des années 2000, qui a fait qu'on a tout connecté, qu'on a rajouté des couches logicielles électroniques partout, créant des objets extrêmement obsolescents. Si on doit prendre un smartphone et récupérer l'or et les 160 métaux qui sont dessus, on n'y arrivera jamais, qui seront diffus et ils seront disparus à jamais. Le low-tech, c'est une autre façon d'utiliser la science. C'est pas un concept anti-scientifique, ce serait quelque part un concept anti-technologiste qui fait que parfois des solutions extrêmement simples, si possible, et pour moi c'est le Graal du monomatériau, arrivent à remplir très bien des fonctionnalités en réfléchissant énormément sur le sujet et en allant exactement à la direction opposée. Je fais le plus simple possible au lieu du plus complexe possible. Tu as reçu en 2017 la médaille de bronze du concours Lépine avec ton invention le sabot sec. Oui. Alors pour les auditeurs, vous pourrez regarder en vidéo sur Facebook et Instagram à quoi ça ressemble et surtout à quoi ça sert. Oui. Tu es aussi auteur, tu as publié aux éditions Les Nouvelles du Futur, donc c'est tes propres éditions. Voilà, c'est une maison d'édition que j'ai créée pour la circonstance. J'avais un éditeur pour le premier livre, mais qui trouvait que le livre était trop gros, donc j'ai dit, voilà, je comprends très bien que t'en veuilles pas, je vais créer ma propre société d'édition. Ce livre s'appelle « Mon rêve n'est pas d'aller ailleurs, imprécis de créativité à l'usage des déçus du cannabis ». Un livre qui parle essentiellement de créativité et de ton rapport aussi au marché du travail, au marché de l'art. Oui. C'est pour ça que tu es un client idéal dans ce podcast. Personnellement, moi, ce livre, ça m'a vraiment... on en a déjà parlé en off, mais c'est un livre qui m'a vraiment parlé, qui m'a vraiment mis une claque, parce qu'il parle évidemment de créativité, de rapport à la contrainte, du rapport à la vente, de ton rapport au monde du travail, de l'entrepreneuriat, de la création. Et je vais dire honnêtement que c'est aussi à la suite de cette lecture et de ta rencontre que j'ai eu envie de donner vie à ce podcast parce que ça faisait longtemps que j'y pensais et que j'avais envie de faire témoigner des artistes. Mais je me suis dit, je peux pas laisser passer le discours d'un mec comme toi qui est dans sa cave à Montrouge et je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait d'autres artistes qui puissent bénéficier de ce que tu as à dire. Et je dirais même qu'il y a un sens aussi rassurant pour les gens comme moi parce que, comme beaucoup d'artistes, on a parfois l'impression d'être une anomalie dans le monde du travail et toi, t'en fais un peu ton cheval de bataille. Pour toi, c'est tout à fait... J'essaie d'inverser qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas en fait? Qu'est-ce qui est original et qui ne l'est pas? Souvent on dit oui, Nicolas, l'inventeur fou, je trouve tout ça. Je dis non, je suis quelqu'un d'absolument conforme et finalement ordinaire. C'est vous qui êtes un peu dingue en fait. C'est vous qui êtes un peu dingue d'accepter ces vies-là, de travailler de cette façon-là, de vous normer de cette façon-là, de vous soumettre de cette façon-là à ce qu'on peut appeler le capitalisme moderne. Je me méfie un petit peu parce que je veux pas faire d'idéologie sur cette question,
Mais en fait, vous êtes des gens très bizarres et ce que je fais est finalement extrêmement logique. Je veux inverser la charge de la preuve, si j'ose dire, sur la question de l'originalité. Le premier sujet qu'on va aborder, tu y parles évidemment de créativité et d'ailleurs tu as participé à une conférence TED à ce sujet qui était très intéressant, je vous mettrai le lien en description. Tu parles de créativité et tu parles du rapport à la contrainte. Est-ce que tu peux nous en dire plus, c'est-à-dire en quoi la contrainte est mère créatrice de créativité, à mon sens? Il y a vraiment une question historique là-dessus. Moi, je suis né en 1968 avec des messages qui ont hanté mon enfance, genre il est interdit d'interdire, ou justement la contrainte était considérée comme quelque chose d'absolument diabolique. Et malgré que je ne sois pas issu d'une famille révolutionnaire, tout au contraire, j'ai baigné dans un certain nombre de ces idées de ces années-là, des années 70-80, qui disaient que pour créer, il fallait être le plus libre possible, avoir le plus de moyens possible et avoir précisément le moins de contraintes possible. Ça m'a longtemps habité et j'ai toujours eu, sans savoir le formuler, un espèce de malaise par rapport à cette histoire-là. Je suis une famille où on fait très attention aux questions d'économie au sens du quotidien, quoi. On jette rien, on rebricole, on répare. C'est peut-être sans doute rentré dans mes gènes. Et précisément, lorsque on me montre comme désirable un monde no limites, ça m'amuse pas. Ça m'amuse pas, je trouve qu'on perd les règles. Où sont mes règles du jeu? C'est comme si on jouait aux échecs, et puis à un moment je décrète, bon bah finalement, les pièces tu les mets où tu veux, à un moment où tu veux. Limite tu peux jouer 2 fois de suite. Bon. Le jeu d'échecs, je joue vraiment pas plus que ça, mais si passionnant pour certaines personnes que je connais, devient absolument sans intérêt dans la seconde. Donc le jeu, si on considère, et ça c'est vraiment une question philosophique majeure, que la vie est un jeu, il faut absolument en accepter les règles, d'autant plus que les règles de la vie et de la création n'ont pas été dictées par une instance politique supérieure, elles sont dictées par l'essence même de la vie. Et que le fait qu'il ne faille pas jeter les matières premières est pas du tout un décret international, c'est une réalité physique parfaitement explicitée. Je me suis pas senti à l'aise dans ce monde-là, dans ce monde de limites où tout un tas de moyens techniques étaient rajoutés pour nous faire converger progressivement vers ce qu'on pensait être le bonheur. Et puis les années ont un petit peu changé, j'ai maturé ma pensée sur ce point, j'ai pu formuler cette pensée, j'ai débuté une carrière d'ingénieur dont j'ai vu les limites existentielles. J'ai pu palper concrètement les limites existentielles. Là, je me retrouve à commencer, voilà, j'ai un petit peu plus de 50 ans, à formuler correctement le concept de créativité et en quoi cette créativité correctement définie, c'est-à-dire, on peut le dire, je peux spoiler la définition, c'est de transformer les nécessités en vertu. Les nécessités, c'est ce qui s'impose à nous. En vertu, c'est ce qui nous est favorable. Et ce jeu-là, avec cette règle, cette loi des reins, quoi, cette règle sempiternelle, elle donne un goût extraordinaire à la vie. C'est ça que je veux arriver à expliciter, c'est que c'est pas une histoire d'être réac ou pas, d'être contre la liberté, contre la discipline, on s'en tamponne. La question, c'est la question du bonheur, accessoirement de l'avenir de l'écosystème planétaire. Je le placerai presque en deuxième. Commencez par construire votre bonheur autour de l'acceptation des contraintes. Et puis vous verrez que, comme par hasard, je consomme moins, je fais plus gaffe, j'utilise ce que j'ai, ce qui a m'apporté, j'en fabrique quelque chose d'intéressant. Et puis, tiens, c'est marrant, je suis heureux. Ici, on est dans ta boutique, on est dans ton atelier. Oui. On en a un petit peu parlé au début. Ici, tu crées et à l'étage, tu mets à disposition. Je voudrais parler du rapport à la vente et à la publicité parce que c'est aussi un sujet dans lequel tu nages à contre-courant puisque corrige-moi si je me trompe, ton discours, c'est que la publicité peut pervertir la perception qu'un client a d'une création et d'un objet. C'est intéressant parce qu'il y a un livre que je veux beaucoup écrire, fondé sur un article que j'ai écrit il y a peut-être une dizaine d'années. C'est d'expliquer, ça sera un livre sur l'économie de marché. Qu'est-ce que l'économie de marché? Qu'est-ce que c'est que cette économie du libre choix? J'ai eu une espèce de vision expliquant que la publicité était le pire ennemi de l'économie de marché. C'est bizarre, parce qu'on associe évidemment la notion de publicité à la notion d'économie de marché. Et pourquoi on l'associe? C'est parce qu'il me semble
confond le capitalisme et le libéralisme. Ça, c'est super balèze à expliquer. Ces domaines-là sont pourris par l'idéologie. Mais la question du libre choix, pour moi, est la question absolument centrale. Quel est le système économique qui produit le plus de libre choix? Or, je développe assez rapidement ma définition de l'économie de marché, quitte à spoiler mon propre futur bouquin. Dans l'économie de marché, il y a trois contraintes qui vont s'appliquer. Il faut qu'il y ait la transparence entre l'offre et la demande. Deuxième point, la collaboration volontaire. Le troisième point, c'est le libre choix. Je dois savoir, transparence, je dois savoir ce que j'achète. Je dois choisir librement et quand je travaille, je suis content de travailler avec la personne qui m'embauche et la personne qui m'embauche est contente de travailler avec moi. Voilà. Et si on a ces trois trucs-là, c'est vraiment très intéressant. Il y a une compatibilité. Voilà. Or, il est évident pour expliquer à un élève de maternelle que quand on reçoit 1000 messages publicitaires par jour, le choix n'est pas libre. La publicité est un concept antilibéral par nature même. Pourquoi ? Et parce que là, je contrains la liberté de choix. Je lui dis, voilà, ce produit-là est meilleur que ce produit B. Regardez, une nana en maillot de bain qui porte ce produit-là et qui trouve que c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais vous n'avez pas... Montrez-moi le produit tel qu'il est. Et je pense la loi devrait... Il y a des lois contre la publicité mensongère. Et c'est là où un peu on peut définir le protocole qui permettrait de débarrasser un peu de la publicité, c'est qu'il faudrait juste appliquer les lois sur la publicité mensongère. Quand ma Citroën se transforme en robot sur un parking, pardon, excusez-moi, monsieur le vendeur, vous pourriez me montrer le bouton pour transformer. On devrait prendre à la lettre la publicité. On prend cette espèce de métaphore permanente, et en particulier la publicité pour les voitures. Pour les parfums. Pour les parfums, ce qui sont un sujet qui font que les bons parfums coûtent très cher, parce qu'ils sont essentiellement constitué d'alcool, un petit peu d'alcool et beaucoup de publicité, éventuellement quelques essences rares, et que cette publicité est en contradiction avec le libre choix. Et je trouve ça dégueulasse. Parce qu'on parle beaucoup d'éducation des masses, comme disaient les communistes, de pédagogie envers les gens, pour des bons comportements, les comportements citoyens. Mais pourquoi dépenser cet argent public alors qu'il suffit de demander au privé d'arrêter d'envoyer les contre-messages? Quand vous voyez des voitures qui circulent dans des environnements urbains vierges de toute autre voiture, qui est dans une fluidité parfaite, je dis, non, là, vous envoyez un message qui est contraire à la réalité. Donc il va falloir resserrer un peu le kiki de ce système-là. Ça prendra du temps parce que le substrat idéologique est très très mouvant, mais il faut le faire avec méthode, en bûchant les dossiers, avec des méthodes statistiques puissantes qui permettent de montrer qu'en fait, l'économie de marché est incompatible avec la publicité en particulier. Pour rebondir sur la publicité, je vais aborder le sujet de l'obsolescence programmée, qui est un sujet que tu abordes dans ton livre, en parlant de l'iPhone. Oui. Tu dis « Il faut bien noter que la proposition de couleurs toujours changeante est le meilleur allié de l'obsolescence programmée ». Oui, alors il y a une obsolescence, c'est qu'il y a une obsolescence technique. Le truc qui marche plus, ce micro-ondes là, il y a un fusible, je sais pas quoi, on n'arrive pas à trouver la panne. Et puis il y a l'obsolescence symbolique. C'est pas le dernier, quoi. C'est pas le dernier qui est sorti. Et je le dis droit dans les yeux, comme dit l'autre. Même moi, je suis un petit peu sensible à ça. C'est pas le dernier, je sais. Qu'est-ce qui fait qu'on est indirectement plus sensible à ça? C'est le bug humain par excellence. Hein, on a Parce que c'est irrationnel en un sens. Ouais, disons que Sapiens a toujours, à partir de la révolution agricole, il y a 12 000 ans avant maintenant, a toujours voulu un petit peu péter plus haut que son cul. On va dire ça comme ça, ce qui a créé des inégalités énormes pendant la sédentarisation. Mais la nouveauté de la révolution industrielle, c'est que la technique lui en donne massivement les moyens. C'était pas possible avant. Il y avait quelques rares privilégiés qui vivaient de façon luxueuse, mais là, on a fabriqué un potentiel technique énorme qui est extrêmement démocratisé. Et donc maintenant, voilà, on a généralisé ce truc-là, on l'a rendu possible. Et je dirais que le système marketo-publicitaire, pour utiliser les grands mots, l'a rendu légitime, presque moral. La dame, avec son bon de réduction chez Franprix, le tient comme un talisman et comme quelque chose de sain pour la société, et comme un devoir de consommateur souverain. Une
tendance qui a toujours préexisté, mais que le monde moderne a rendu possible. Tu abordes aussi dans ton livre le sujet de ton rapport à l'art, et notamment à l'art contemporain, puisque ça peut s'apparenter à une forme de collègues, ou alors de collègues lointains, ou en tout cas peut-être une forme d'inspiration aussi. Tu dis, c'est bien tout le problème de l'art contemporain, on sait à peu près quand il commence et on ne sait jamais où il s'arrête. Quel rapport tu entretiens avec des artistes? Alors sur la phrase que tu viens de citer, c'était la phrase d'un de mes profs d'allemand, une phrase classique d'enseignement: quand on a franchi les bornes, il n'y a plus de limite. Ben oui, évidemment, puisque l'art contemporain, en particulier l'art abstrait, c'est affranchi de la limite qui consistait à représenter le réel. Évidemment, après, plus personne n'est là pour faire la critique suivante, et donc on est dans un no limite. Et la question est très épineuse parce que quand on s'oppose à l'art contemporain, c'est facilement qualifié de réactionnaire. Et la preuve que quelque part, en fait, l'art contemporain est devenu réactionnaire et est devenu l'allié d'une certaine forme de bourgeoisie parce qu'il est un faire-valoir. J'aime l'art contemporain, donc je suis quelqu'un de moderne. Et vous avez des mairies, par exemple, qui vont s'enticher d'art contemporain, on n'a rien à foutre, mais c'est une sorte de faire-valoir et de cartes qui vont abattre comme ça, non, ce nom les artistes contemporains, voilà quelque chose de tout à fait désirable. D'ailleurs, nous avons acheté des œuvres, voilà ce qu'il va se dire. J'aime assez l'art contemporain lorsqu'il est plastique, lorsqu'il y a une recherche plastique. J'ai vu vraiment des très très belles choses, mais que je considérais plutôt comme un art plastique. Cette partie-là m'intéresse beaucoup. Le land art, par exemple, cette faculté qu'on a d'organiser la nature pour en faire quelque chose de joli avec justement très peu de moyens, précisément, m'intéresse. Ce qu'on voit lors de la FIAC, taxé de fumisterie par la plupart des gens, mais la nouveauté, c'est que ça l'est en fait. Il faut expliquer aux gens qui considèrent que l'art contemporain est de la fumisterie qu'ils ont absolument raison. Et il n'y a personne pour leur dire. Il n'y a personne pour leur dire. C'est marrant, au moment du mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas parlé d'art contemporain. C'est ça que j'aurais été posé la question sur les points. Alors, quel genre de questions tu me qu'est-ce que vous pensez de l'art contemporain? Est-ce que pour eux ça existait ou ça? Mais c'est un art pour moi très totalitaire parce qu'il s'impose aux gens comme une positivité indiscutable. Et que si vous n'aimez pas, c'est que vous n'avez pas bien compris. Regardez les extraits. Vous voyez, il y a toute une explication qui est écrite en noir sur blanc à droite de l'œuvre. D'ailleurs, en général... Qu'est-ce qu'elle traduit, cette explication? Elle traduit l'incapacité de l'œuvre à s'exprimer elle-même. Quand vous avez un tableau de l'art, on peut faire des exégèses sur des tableaux de la Renaissance. Mais globalement, on a quand même un petit peu moins... si je suis devant le radeau de la Méduse, même un public d'attention et de culture moyenne peut expliciter, peut voir ce qui est. On pourra rentrer dans les détails. J'ai connu des conférenciers qui tenaient 1 heure devant le radeau de la Méduse et c'était passionnant. Mais disons c'est pas un art qui exclut les gens. Or, l'art contemporain, il exclut les gens. Et pour moi, ça, c'est vraiment dégueulasse. L'art contemporain, est acheté par les gens qui ne veulent pas avoir les mêmes objets que les pauvres, les mêmes œuvres d'art que les pauvres. Les pauvres, ils ont la photo du pont de Brooklyn en noir et blanc qu'ils ont acheté au centre commercial du coin et ils trouvent que c'est beau et quelque part... On est dans un rapport de classe. On est vraiment dans une lutte des classes et je pense que l'art contemporain, tout subversif qu'il a pu être du côté de Duchamp, qui dit, non, attendez, regardez, le Meute 1917, là, son urinoir renversé, l'art n'existe que dans l'œil de l'observateur. L'arrière-petit-fils de cette pensée-là, c'est que, allez, vous êtes pas éduqué et pauvre, vous irez dans le magasin de déco le plus proche, la supérette de déco le plus proche, vous achetez n'importe quelle nazerie, et moi j'achète de l'art que vous pouvez pas vous acheter. Donc c'est un objet de division de la société. Et ça a déteint sur le design, sur le design, qui est pour le coup mon sujet, enfin je prétends que c'est mon sujet, à filer ce mauvais coton-là. C'est qu'une table avec une forme bizarre à 30 000 €, et puis on dit oui, c'est une table design. Non, si c'était une table design, celui qui l'a fabriquée pourrait se la payer. Or, c'est rarement le cas. C'est toujours cette espèce de division, de même que vous avez une marque de vêtements low cost en Europe. Finalement, elle est comparable à une marque de luxe, parce qu'elle est une marque de luxe pour celui qui l'a fabriquée.
celui qui fabrique du H&M, il s'habille pas en H&M. Et de même que celui qui coud du Louis Vuitton, il ne s'achète pas du Louis Vuitton. Et que mon projet de design, c'est faire que l'ouvrier qui produit l'objet peut se le payer et se l'acheter en fin de mois. Tu es de formation ingénieur. Oui. Comme tu viens de le dire, je rebondis là-dessus, tu te définis comme designer, comme créateur. On dit de toi que tu es un peu un géotrouve-tout. Et justement, tu parles de ton bouquin de l'antispécialisation. Oui. Tu dis, j'ai choisi d'être un antispécialiste. En quoi c'est compliqué? Alors, c'est très compliqué parce que l'économie moderne se donne plus facilement aux engrenages qui la composent qu'à des gens qui essaient de remettre en cause ce rouage. C'est la déspécialisation. J'ai toujours eu ce réflexe que quand je commençais à devenir bon dans un domaine, j'arrêtais. C'est con, hein. Ça, franchement, pour pas gagner sa vie, faut faire ça, quoi. Mais plutôt que de développer cette intelligence spécialisée, sur les conseils d'un de mes amis philosophes, j'essaie de développer une intelligence beaucoup plus globale qui se présente comme une capacité à faire la synthèse. Et ça, c'est vraiment une des grandes questions sur l'intelligence. C'est ça. Je veux forcer mon intelligence à devenir capable d'adresser un nombre considérable de sujets en même temps et d'en faire la synthèse. Et c'est au prix d'une déspécialisation. Alors, il faut bosser ces dossiers quand même. Il faut quand même bien... On perd jamais complètement son temps à fouiller dans un domaine, mais faut pas... C'est un piège. C'est un piège. Je suis entouré de potes qui ont fait des études d'ingénieurs comme moi et qui sont devenus des acteurs spécialisés de leur domaine et qui sautent pas de joie quand ils vont au boulot le matin. Ils sont payés pour être ces acteurs spécialisés. Ils sont très faiblement maîtres de leur destin. C'est-à-dire que si le système auquel ils sont rattachés subit des fragilités, ils seront les premiers en ligne de mire. Et très peu seraient capables en fait de réfléchir. Donc je me suis construit en opposition à ça. Alors c'est vrai qu'ils me toisent un petit peu parce qu'ils sont plus riches. Si vous voulez, leur employabilité immédiate est plus forte. Mais je vois sur des sujets élémentaires, quand il faut adresser des questions, peut-être des questions politiques, et bien que leur capacité à regarder tout en même temps, avoir des yeux, à voir l'invisible et avoir des yeux derrière la tête, ça c'est une construction très lente. Et je le dis très franchement, je commence tout juste à y arriver. À 50, bientôt 52 ans, je commence à considérer que je suis pas trop mauvais. Ça fait 25 ans que j'ai monté ma boîte. Et je commence à dire, ouais, j'arrive à voir ce qu'il faut faire et à penser plusieurs choses en même temps. En particulier, j'en viens un petit peu au design, que je considère être la synthèse entre le beau, l'utile et le possible. J'explique toujours à mes élèves que on ne peut pas traiter ces problèmes indépendamment. Je vais concevoir un objet. Aujourd'hui, je vais faire qu'il soit beau. Demain, je vais faire qu'il soit utile. Et après-demain, je vais faire qu'il soit possible. Possible au sens qu'il coûte un prix raisonnable et puis que ce soit fabriqué, qu'il puisse être produit industriellement. Mais le piège, c'est que ces trois trucs, il faut les penser en même temps. Il faut absolument que ça soit pensé en même temps. Sinon, le beau lutte contre le possible contre l'utile et l'utile contre le beau. Et que si on les pense, on les métabolise pas et qu'on les condense pas à la même seconde, c'est mort. Le truc va être nul. Et c'est ça qui est dur. Ça prend très mal autrement que par une pratique intime et douloureuse du sujet, qui est quand même réconfortée par une grande passion, parce que c'est quand même extraordinaire de dire les moyens techniques que j'utilise sont finalement extrêmement simples. Comment avec cette simple petite pièce de métal, et puis la seule contrainte que ce soit découpée, je vais obtenir quelque chose qui soit beau, utile et possible au sens réaliste pour une production en série, incluant la question de l'énergie et des matières premières. Comment je résous ça? C'est obsédant. Il y a des trucs comme ça, des produits auxquels je pense depuis des années, j'y arrive pas, je bute, c'est très rageant. Alors souvent on dit ouais, tu fais beaucoup de produits différents, tu vas plein de directions. Ben oui, mais je peux pas, il faut absolument que je passe à autre chose. Puis je le mets en sommeil et je vais revenir dessus. J'ai un disque dur avec 600 ou 700 projets de produits. De temps à autre je reviens dessus, de temps à autre je me souviens même plus que j'ai travaillé là-dessus. Puis en fait c'était bien, puis on va reprendre un truc. Il y a toute une espèce de substrat qui est en train de se créer.
et que je trouve vraiment passionnant. Tu viens de dire que tu étais prof aussi. Oui. Je voudrais parler de la façon dont tu te rémunères et tu gagnes ta vie aujourd'hui. Donc la boutique n'est pas ta seule source de revenus. Ouais, alors rien n'est ma seule source de revenus. Bon, ma grosse source de revenus, c'est tout ce que je dépense pas. Je me rémunère moi-même par mon travail personnel de bricolage. Faut bien. J'ai une salle de bain, je fais la salle de bain moi-même, mon plan de cuisine, je vais le couler dans le béton. Et puis je vais y faire des expérimentations qui vont me servir. Vous voyez, ça m'est jamais compartimenté en fait. Donc je produis une grande partie de ma prospérité, enfin de ma richesse, enfin je sais pas comment, de mes moyens par moi-même, hors salaire. Et c'est d'ailleurs un des problèmes du citoyen aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement dépendant de son salaire pour son niveau de vie. Ça, il va falloir y penser. Et au particulier, le problème qu'on a pour l'urbanisme aujourd'hui, c'est que l'homme occidental ne s'est jamais remis du fait qu'on le prive de construire lui-même sa maison. Et je parle des bidonvilles. Toujours, on a siphonné les bidonvilles pour mettre tout le monde dans des HLM, dans des habitats collectifs normés. À la fois, on a fait un bond de confort considérable et à la fois une dégradation du lien social presque aussi rapide. Ça s'est fait au même moment. Donc voilà, je produis une partie de mes moyens. Toujours, j'ai un petit peu de cours. J'ai la boutique qui se rémunère un peu elle-même et puis je retrouve des vendeurs pour les produits qui vont fabriquer, qui vont générer eux-mêmes du chiffre d'affaires et puis j'agglomère ça pour arriver à synthétiser un revenu. Avec cette contrainte que comme je travaille un petit peu dans tous les domaines, une fois de plus, je ne me spécialise pas dans l'un ou l'autre, mais ça me plaît bien d'avoir de marcher sur plusieurs pieds. Quand tu parles de revendeurs, oui. C'est des gens qui mettent en vente tes objets. Ouais, ce sont souvent des commerçants indépendants qui achètent mes produits en groupe, pour faire simple, et puis qui les redétaillent de leur côté. Qui me permet d'avoir des clients à Lille, à Paris, à Strasbourg. À Rouen, voilà, de centre d'ambassadeurs et un petit peu à l'étranger, faut bien le dire, comme les objets sont assez spécifiques, ils ont... Est-ce qu'il y a un pays ou une communauté qui serait plus... Ouais, alors je l'ai longtemps théorisé, mais à chaque fois que je cite, il y a un espèce de phénomène quantique qui fait que chaque fois que je cite, sur ce pays ça marche bien, l'année suivante ça marche plus. Donc je préfère pas en parler. Okay. Mais voilà, toute l'approche Europe, évidemment, par nature logistique, mon client, toute la couronne, Pays-Bas, Allemagne, Italie, un petit peu Espagne, sauf l'Angleterre. L'Angleterre est vraiment une destination très difficile. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter la pire et la meilleure expérience que tu as eue dans ta vie de créateur? Alors, c'est difficile de dire qu'est-ce qui a été pire parce que c'est souvent les pires expériences qui ont été les plus formatrices. C'est bien pour ça que j'aborde le sujet. Yeah, d'accord. Il y a des expériences plus ou moins humiliantes. Humiliantes? Ouais. On va présenter des objets à des gens dont on voudrait que ce soit des clients et c'est vrai que peut être un petit peu humilié parce que si ça leur plaît pas, si ça les touche pas, voir s'ils sont perturbés par ce qu'on leur présente, ils vont un peu disqualifier quand même. Et là, vous trouvez vraiment le pauvre con créateur avec sa marchandise. Et puis, ça peut arriver, notamment, j'ai fabriqué le Cyclospace. C'est un remake d'une voiture qui a existé au début du XXe siècle, qui est une voiture à pédales pour adultes. On peut qualifier ça un peu de Rosalie ou quelque chose comme ça. J'étais voir un centre UCPA avec. Qu'est-ce qu'un centre UCPA? UCPA, Union des centres de plein air, c'est des centres de jeunes où on fait du sport et tout ça. Pour leur proposer, et c'est vrai que voilà, c'était une voiture un peu sportive, quoi, donc il y avait un sens et tout ça, et qui j'ai rencontré, c'est les mecs qui fumaient leur paquet de clopes dans leur bureau, et puis qui étaient visiblement, je leur parlais d'un monde qui n'était pas le leur, quoi. C'est étonnant, parce qu'ils sont plutôt travaillés dans le sport et tout ça. Quand on vient heurter les croyances, les convictions dans lesquelles les gens étaient formés ou dans lesquelles ils se sont laissés embringuer, et puis qu'en plus ils ont un certain âge, du coup ils vont pas changer, c'est dur. C'est dur parce que en plus moi j'ai de l'empathie pour eux, parce que je vois bien quoi, j'ai de l'empathie, puis j'ai un peu d'empathie pour moi-même aussi. Voilà, c'est des moments humiliants. Et puis c'était quoi la question des moments de bonheur? C'est le meilleur. Et ben moi, là, il y a trois semaines, allô monsieur,
voilà, on s'est rencontrés sur le concours Lépine il y a 15 ans. Vous m'avez vendu un dérouleur de papier sopalin. Bah là, il est un peu abîmé maintenant. Je voudrais vous en acheter un autre. Alors, je vous envoie un chèque, voilà, dans une enveloppe. Vous me direz combien il faut pour les PTT. Et puis, voilà, j'ai quelqu'un qui a un jour, sur une foire, un de mes produits qu'il a utilisé pendant des années, qui est venu dans son quotidien. Et 15 ans après, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de retrouver où il l'a acheté. Il a peut-être demandé à son fils de regarder sur Internet et il m'appelle, quoi. Et là, on est dans la pureté absolue du commerce. Je n'ai jamais relancé, envoyé de pub, mais il n'y a pas de compte client, il n'y a pas de bon d'achat, il n'y a pas de bon de réduction. La personne vient spontanément vraiment pour reprendre le même. Alors on pourrait se dire, tiens, il y a un petit peu d'obsolescence, mais bon, il avait dû payer 10 balles. Il l'a amorti. Il l'a amorti, quoi. Et puis il en veut volontairement, sans rien, sans l'avoir mystifié, sans lui avoir montré quoi que ce soit. Il vient en racheter un autre. Et puis moi, qu'est-ce que je fais? D'où il vient ce truc-là? Il y a des petits gars à Palaiseau qui sont dans un atelier, qui vont en monter un, qui vont soigneusement l'emballer, lui-même issu de matières premières le plus locales possible. Donc toute cette espèce de vertu, c'est absolument vertueux, tout ça pour 9,50 € de chiffre d'affaires, on est d'accord, mais cet argent-là, c'est pas les mêmes. Ce 9,5 €, il vaut ce 9,5 millions ailleurs. C'est extraordinaire. Pour toi, c'est une vraie source de satisfaction. T'as l'impression d'avoir accompli le. Voilà, ou la alors mission. votre sabot sec là dont tu parlais tout à l'heure, je l'ai acheté il y a 3 semaines, avant j'en ai pris qu'un, mais là je viens en prendre d'autres parce que vraiment je l'ai montré à ma belle-sœur. Puis après on a toutes les histoires du monde. C'est un peu une remise à l'honneur de l'objet, au sens d'objet. Il y a beaucoup de critiques sur l'objet. Je crois qu'il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Les Choses, ou qui est une critique des pistolets à gaufres de Boris Vian, et puis tous les couteaux électriques et tous ces objets qui sont venus complètement nous encombrer. Il y a des objets qui touchent les gens et qui font partie de leur quotidien. Le rapport à la matérialité n'est pas un crime. La matérialité, c'est pas le matérialisme. Quelle est la différence? La matérialité, c'est d'abord le plancher des vaches. J'ai une bûche, j'ai du bois, j'ai une table, j'ai une chaise, voilà. C'est de se ramener un petit peu à notre condition de bipède. Le matérialisme, c'est évidemment une dérive. C'est une dérive qui fait que on a tendance à en vouloir toujours plus. Il y a Marx parle du réflexe primitif d'accumulation. Une fois de plus, qui a toujours existé chez Sapiens, parce que trouver du bois, il y a du bois, allez hop, j'en ramasse plein. Et puis c'était une question de survie. C'est comme ça que c'est constitué. Il fallait qu'il accumule, surtout au moment où il est venu sédentaire. De même, notre rapport à la nourriture, quand on voit quelqu'un qui ouvre son frigo et qui le vide en bouffant comme ça paraît complètement mauvais, mais ça a été une question de survie. Quand la femme sapiens arrivait devant un figuier puis qu'elle n'avait pas bouffé depuis 3 jours, il fallait qu'elle mange le plus possible pour tenir jusqu'au fruitier suivant. Donc tout ça, c'est juste que le monde moderne a rendu complètement pathogène des choses qui étaient des instincts de survie. Et donc ce rapport aux choses, bien sûr, le coutelas de Rahan, dans l'homme des âges farouches, là, ces hommes préhistoriques, ils avaient le biface, c'était compliqué, l'espèce de silex avec lequel ils coupaient et tout ça. C'était un objet. Ils en faisaient peut-être un ou deux toute leur vie. Aimer certains objets n'est pas forcément quelque chose de défavorable. C'est un vieux réflexe que nous avons, et je pense que sous certaines conditions relatives au libre choix et à une vraie économie de marché, on pourrait acquérir des choses qui nous sont chères et qu'on garde. Je suis fanat des vieux meubles, je suis content qu'ils aient appartenu à mes ancêtres. Je les considère pas comme un obstacle philosophique au bonheur. Un objet peut vous rendre heureux, c'est possible. On va parler un petit peu de droit. L'organisme qui gère le droit sur la création des objets, c'est l'INPI. Est-ce que tu déposes tes créations à l'INPI? Alors oui, ça dépend. Alors, il y a toute une panoplie de dépôts. Ce que je conseille aux gens, c'est de faire une bonne vieille enveloppe solo. C'est une enveloppe à 2 compartiments qui permet de montrer la preuve de date d'une innovation, quelle qu'elle soit. On peut déposer des modèles, c'est pour la forme, et puis des brevets sur la fonctionnalité, et puis enfin des marques. À côté de ça, c'est créer un univers parallèle sur le droit d'auteur. On va considérer que l'objet est une œuvre, et on le dépose en
Comme c'est beaucoup moins cher. Alors l'INPI n'aime pas trop ça parce que évidemment ça lui fait de la concurrence. C'est un petit peu mérité parce que l'INPI souvent accorde des brevets qui ne devraient pas être accordés, qui sont très fragiles en fait. L'inventeur pense être protégé par ce brevet parce qu'il a été accepté, mais en fait il y a certaines revendications éventuellement un peu douteuses. Et s'il y avait vraiment un problème de contrefaçon et de copie, il aurait payé les annuités, les abonnements et les frais, et puis il n'aurait pas de vraie protection. C'est pourquoi je considère qu'en ce domaine, déjà, faut pas être parano. La copie, c'est très rare. C'est très rare qu'on vous copie une idée. Soyons bien clairs. Le vrai destin d'une idée, c'est que personne n'en entende jamais parler. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Il y a la plupart des idées que vous mettez sur le marché n'intéressent personne. Il n'y a que ceux qui n'ont pas essayé de le faire qui pensent le contraire. Donc, il faut une protection, évidemment, protection de propriété intellectuelle préventive, mais faut pas tomber dans le délire. C'est très rare que des choses soient copiées une fois de plus. Très peu de choses sont brevetables. Le smartphone, c'est de 2007, Apple sort le premier iPhone. C'est quand même une boîte qui a les moyens de se défendre. Apple, il y a eu plein d'autres smartphones fabriqués qui ont eu aucun procès. Imaginez le truc, quoi. C'est pas c'est pas Dédé la frite dans son atelier qui va se protéger plus que ça. Donc, faut y aller avec beaucoup de soin. Hélas, comme quand on a une idée, on en est amoureux au point de ce que fait toujours l'amour. Hein. L'amour donne de la cervelle à ceux qui n'en ont pas et en enlève à ceux qui en ont. Ils vont se retrouver complètement, même les gens les plus brillants vont se retrouver amoureux de leur idée, vont rien voir, vont même pas chercher l'antériorité, ils vont même pas taper la même définition de leur idée sur Internet. Et parfois, je leur apprends 1 an et demi après que, ça existait. Mais vous avez... Qu'est-ce qui a fait? Quelle est cette force, cette main invisible qui vous a empêché de voir ce que c'était? Il y a toute une circonstance qui fait qu'il ne faut pas trop en faire sur la propriété de son idée. La plupart des choses qui ont triomphé commercialement ne sont pas des idées nouvelles, mais des idées existantes qui ont été mieux réalisées que les autres. C'est un sujet que tu abordes dans ton livre, puisqu'il y a tout un chapitre où tu racontes les gens qui viennent te voir à la boutique et qui te proposent des idées et qui te demandent de les réaliser, puisque eux sont absolument convaincus d'avoir eu la bonne idée. Ouais, alors ça arrive souvent, c'est très douloureux. En plus, il y a un psychisme particulier à l'inventeur. Fait que je découvre, c'est assez vain un poème. Je pourrais écrire un bouquin rien que ça, la psychologie très singulière de l'inventeur, que je pense pas avoir. Ce en quoi je pense que j'ai jamais été vraiment un inventeur, c'est-à-dire le type capable de porter une seule idée sur très longtemps, la cachant au reste du monde, la mijotant, la pomponnant, ils viennent me voir souvent désespoir de cause. Alors je leur explique, c'est très sympa, mais moi j'ai des idées, j'en ai déjà plein, quoi. J'arrive pas à les sortir. Pourquoi je prendrais la vôtre et tout ça? En plus, souvent ils viennent me parler de leur idée, mais j'ai une idée, génial, machin, mais je voudrais pas trop vous en parler parce que j'ai peur. Et j'ai ça, ou alors j'ai un autre cas, c'est des gens qui disent j'aurais créé une boîte avec, mais alors j'ai pas trop de moyens, j'ai pas trop d'idées, et j'ai pas trop envie de m'en occuper. C'est fabuleux. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Tu parles aussi d'une personne qui est venue et qui te dit oui, si j'ai une idée, je veux bien que vous la réalisiez. En revanche, je veux 50% des bénéfices, et toi tu lui réponds dans ce cas-là, vous aurez 50% des pertes si ça marche pas. C'est exactement ça. Et il dit oui, donnez un pourcentage. Je vous donne cette idée, mais vous donnez un pourcentage. Vous savez, mon gars, en général, la plupart des idées qu'on lance, elles vous font perdre de l'argent. Faut vraiment le comprendre. De même que la plupart des livres qui sortent sur le marché, demandez à un libraire, il vous expliquera que la plupart des livres qui sortent, personne ne les achète. L'outil le plus fondamental de l'industrie du livre, c'est le pilon, qui détruit les bouquins invendus. Je voudrais terminer, est-ce que tu as un conseil, si tu avais un conseil à donner à un jeune créateur? Oui, c'est à propos de cette histoire de business plan, qui est quand même considéré comme l'alpha et l'oméga du créateur d'entreprise, où on doit décrire le fonctionnement de son entreprise pendant les 2 prochaines années. Un exercice intéressant, mais les prédictions ne sont jamais bonnes, les banquiers le savent, ça n'a pas trop d'intérêt. En revanche, ce qui a un intérêt, c'est il y a des choses calculables. Le résultat de votre commerciaux, de votre invention, ne sont pas calculables. Déterministes, trop de facteurs peuvent arriver. C'est très chaotique.
c'est quasiment un jeu de hasard. En revanche, il y a quelque chose qui est parfaitement calculable, c'est combien ça va vous coûter d'arriver au point de test. Combien d'argent je dois dépenser pour que cette invention, produit, innovation soit présentée à un regard libre, au regard libre du marché. Et ça, c'est tout à fait simple à faire. Et voilà combien, si je prends 3 mètres carrés de stand à la foire de Paris, que je fais 100 exemplaires de mon produit, ça vous pouvez le calculer. Combien je dois dépenser d'argent pour réaliser le test, technique, c'est en général, ça ne pose pas de problème, mais le gros test, c'est le test commercial, d'adhésion du marché libre à votre produit. Combien je dois dépenser pour ça? Ça, c'est vraiment calculable. Et donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il y a des idées qui ont été testées et des idées qui n'ont pas été testées. Et donc, il faut arriver à ce moment de test le plus rapidement possible, ce qui est en contradiction avec le fait de vouloir la protéger et de la montrer à personne, évidemment. Mais attention, je dis test, c'est pas je montre à des potes, ils me disent c'est bien, c'est pas bien. C'est je fais 100 exemplaires et je veux une transaction. Je veux voir le code de la carte bleue tapé sur le TPE. Voilà, ça c'est du test. Alors s'il était bleu, vous en... Oh ben non, mais tu devrais le faire. Non mais ça n'existe pas, ça. C'est de la folie furieuse. Je veux une transaction d'homme à homme. Même le mec qui dit je fais une invention et puis ses potes, on le paye un peu de mots, les gens. Voilà des créateurs qui font l'erreur, des inventeurs, d'aller sur un salon, sur un lieu d'exposition publique sans avoir des produits à vendre. Et donc les gens disent c'est une bonne idée. Hein. Comme il n'y a aucune validation par transaction, ils reviennent à la suivante avec 1000 exemplaires et ils se prennent une tôle. Parce que c'est une bonne idée. Hein. C'est astucieux. Vous en voulez non. Ouais. C'est donc le test plutôt que le business plan. Ouais, le test, combien je dois dépenser. Parfois, il n'y a rien à dépenser du tout. En plus, maintenant, avec Internet, on peut exposer en plus grand nombre. Il y a une grosse concurrence. Hein, Est-ce que si tu avais un ouvrage ou une œuvre à conseiller, un truc qui t'aurait inspiré Il y a un livre qui s'appelle L'innovation Jugaad. Jugaad, c'est le système D. C'est un mot indien. Qui veut dire comment se débrouiller avec des petits moyens pour faire quelque chose qui marche assez bien. Ça, je trouve ça... Le livre est pas génial, mais comme c'est le seul livre un petit peu complet sur le concept, c'est celui-là qu'il faudrait lire. Je suis en train de lire L'âge des low-tech de Philippe Biwix, qui est un livre qui a déjà quelques années, mais pareil, je trouve qu'il est tout à fait prophétique. Et ce livre, je jubile de ce bouquin. Déjà, mon père, quand j'avais 12-13 ans, je bricolais dans ma chambre, il me disait « Ah, toi, tu fais de la basse technologie ». Et donc, j'ai pu mettre un mot sur un concept que je trimballe depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Quand même sympa. Je suis d'accord avec toutes les pages, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et si tu avais une citation, est-ce que tu penses à une citation qui t'aurait inspiré? Alors, c'est une citation sur... d'abord, petit préliminaire, j'oppose la concentration et l'attention. Souvent, il y a un problème de concentration, on dit il y a un problème d'attention indifféremment. Non, en fait, c'est complètement contraire. Être attentif, c'est pas être concentré, précisément. Il y a un élève qui regarde toujours par la fenêtre pour voir s'il y a un oiseau qui... C'est un élève qui est attentif, en fait. Il est juste pas concentré sur ce que dit le prof. Ça peut avoir des conséquences catastrophiques, mais... Voilà, il faut bien faire la nuance. Et Henry Ford dit cette phrase que j'adore. « Une poignée d'hommes parvient à s'enrichir en portant attention à des détails que la plupart des gens négligent. » C'est-à-dire qu'il faut arriver à être distrait par des détails, quoi. Et pas par le grand truc qu'on vous présente. J'ai une petite contre-phrase. Quand le poète montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Je suis très très sévère avec cette phrase. Parce que moi, je regarde le doigt, en fait. De toute façon, la Lune, je la connaissais déjà, mais qui vous êtes regardez. Et je ne suis pas fasciné par cette citation qu'on l'entend quand même pas mal, quoi. Et je trouve que là, je ne regarde pas forcément ce qu'on me montre, en fait. Le problème du citoyen moderne, c'est qu'il va regarder ce qu'on lui montre. Et c'est la phrase de Guy Debord, le situationniste, il dit c'est quoi le concept de la société moderne? Ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît. Ce qui n'apparaît pas n'est pas bon, voilà. Et non, montrez-moi, en fait, non, j'ai regardé ça, il y a ça. Ah, c'est quoi ce tuyau là? Voilà.
l'attention. Merci Nicolas. Merci Dorian. Vous retrouverez le travail de Nicolas, ses objets et ses ouvrages disponibles à la vente à la Boutique du Futur, mais également en ligne sur laboutiquedufutur.fr. Vous retrouverez les liens vers les livres qu'il a conseillés dans la description, que je vous invite bien entendu à commander chez votre libraire favori. Vous pouvez voir quelques images du lieu et de l'interview en vous abonnant au compte Facebook et Instagram de l'émission. Enfin, vous pourrez retrouver une partie des morceaux choisis dans la playlist Spotify et iTunes de Lonapolis, une playlist choisie par les artistes. À très bientôt pour un nouvel épisode.